Très bienvenue à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité dont voici le sommaire. Le projet de construction du port en eau profonde de Banana évolue normalement. La première ministre Judith Soumino Tuluka a eu des discussions avec les dirigeants de DP World à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, qui se sont engagés à livrer ce port dès 2026. Le monde célèbre le 4 avril de chaque année la journée internationale de lutte anti-mine. En République démocratique du Congo, la vice-ministre de l'Intérieur a sensibilisé la population sur le danger que présentent les engins explosifs improvisés en cette période où le pays fait face à la guerre d'agression. Sachez également qu'un aérodrome moderne est en pleine construction au centre pilote de Kanyama-Kassese. Le commandant de service national veut rendre ce site une destination touristique en République démocratique du Congo. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Dans le souci de la transparence et de la bonne gouvernance, le député national Alfred Dibandi monte au créneau. Il interpelle le directeur général du service géologique national du Congo sur la gestion des ressources humaines et du parc automobile. Deux initiatives parlementaires distinctes mais motivées par la volonté de réhabiliter cette contrée. On en parle avec Anim Balaka. Ballet diplomatique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Les premiers à franchir la haie d'honneur, les diplomates Kalissa Farid, ambassadeur de l'Ouganda en RDC. Les diplomates de carrière, l'ambassadeur de l'Ouganda a supervisé plusieurs missions présidentielles pour le compte de son pays. L'Ukraine est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur Vasil Amianine. Ce diplomate de 54 ans va travailler pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la RDC, deux pays qui entretiennent de bons rapports depuis le démembrement de l'Union soviétique. La République du Soudan, autrefois voisine de la RDC, a désigné M. Ousmane Hussein Elamine Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Les diplomates soudanais retrouvent un pays où il a commencé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire d'ambassade. Locuteur de français, il a été accrédité en Belgique comme ambassadeur. Enfin, Madame Laura Evangelia Suarez est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de Venezuela en République démocratique du Congo. Basée à Brazzaville, Madame Laura Suarez est diplomate de carrière depuis 2005. Elle a reçu de son président Nicolas Maduro la mission de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caracas. Vous l'avez suivi, ce journal a démarré par des ballets diplomatiques à la Cité de l'Union africaine. Nous allons poursuivre ce journal. Dans le souci de transparence et de bonne gouvernance, le député national Alfred Dibandi Nzondomio monte au créneau. Il interpelle le directeur général du service géologique national du Congo sur la gestion des ressources humaines et du parc automobile. Deux initiatives parlementaires distinctes mais motivées par une volonté de redévaloriser. Anim Balaka. L'Assemblée nationale s'apprête à ouvrir un débat houleux sur la gestion des fonds publics au sein du fonds minier pour les générations futures. À l'origine de cette interpellation, une question orale avec débat initié par l'honorable député Alfred Dibandi Nzondomio, élu de Libenge. Les documents officiels transmis au directeur général du FOMIN fait état de paiements importants effectués sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle en violation de la législation en vigueur. Pourtant, dans le cadre d'un contrat lié à la construction
construction du futur siège du FOMIN, plus de 16 millions de dollars américains ont été versés à la société Hong Feng Sarl via 2 ordres de paiement datés de 13 et 28 février 2025. Les FOMIN auraient également réglé une somme supplémentaire de 1 million 200 000 dollars américains à la société Taprinella, toujours sans respecter les procédures légales. Le président de la République, avec son intelligence stratégique, a bien voulu tisser un partenariat de sécurité contre les mines avec les États-Unis d'Amérique. Et ce partenariat ne pourrait porter de fruits que si nous, en tant que parlementaires, dépositaires du pouvoir de contrôle des finances publiques suprême, jouons notre partition utile pour renforcer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques. L'honorable Alfred Dibondi a également interpellé le directeur général du service géologique national du Congo sur des questions cruciales liées à la gestion des ressources humaines et du charroi automobile de cet établissement public. En déposant sa question écrite auprès du secrétariat de l'Assemblée nationale, les députés de l'Ibengue insistent sur l'importance de la transparence et de la bonne gouvernance dans les processus de gestion de cet organisme. Et puis, parlons de cette présentation de la proposition de loi sur la sécurité alimentaire qui se trouve déjà inscrite au calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale. Cette loi a fait l'objet des discussions à l'atelier organisé par le Programme national de nutrition Pro-Namut. Il était question de faire la lumière sur son contenu. David Mobenga nous en parle. La proposition de loi sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo figure déjà au calendrier de la session ordinaire de mars de l'Assemblée nationale. Les 2 députés nationaux, Alexandre Kambale Mouacha et Tade Katembo Kambere, auteurs de cette proposition de loi, ont présenté celle-ci au cours de l'atelier organisé par le Programme national de nutrition Pronanut en sigle, représenté à ces travaux par Bruno Bidamba, le directeur de cette structure. Les malnutris en RDC sont vraiment nombreux et c'est vraiment un fléau dans notre pays. C'est une loi qui relève de la politique générale du pays par rapport aux engagements du président de la République, ceci dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au niveau de notre pays. À l'ouverture de cet atelier, le conseiller du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Aki Palata Kuchenja, a présenté un tableau alarmant de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Près de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition globale et 11,2 millions souffrent de la malnutrition chronique. L'objectif de cet atelier est de dévoiler le contenu de cette proposition de loi aux délégués des parties prenantes. Je vous le disais à l'entame de ce journal, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour rencontrer les dirigeants de DP World, 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Ce rendez-vous important visait à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Il faut dire que DP World s'engage à livrer ce port en eau profonde de Banana en 2026, nous dit Chimène Dondo et Pompomba dans ce reportage. La situation du port en eau profonde de Banana au cœur des discussions entre la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, et le PDG de DP World, 3e plus grand opérateur portuaire mondial. DP World, qui signe un accord avec le gouvernement congolais en décembre 2021, est en train d'aménager un quai initial de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir le plus grand navire en activité. Le port, qui sera doté de technologies les plus récentes, aura une capacité de manutention de 450 000 équivalents 20 pieds par an. Le président de la République, à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir
voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Le projet de port à eau profonde de Banana incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite doter la RDC d'infrastructures logistiques modernes. Ce développement est crucial pour renforcer les capacités d'exportation du pays et offrir un accès abordable aux marchés internationaux. Confrontée à plusieurs défis, la province de Mai-Ndombe a besoin des partenaires. Herman Mutima Sakrini a pris langue avec l'ambassadeur de l'Union européenne pour des solutions aux problèmes d'insécurité. Eurydice Kitutu. Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne, a reçu en audience le sénateur Herman Mutima Sakrini, élu de la province de Mai-Ndombe. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des défis auxquels fait face cette province suite au phénomène Mombondo, notamment les déplacements des populations, les tensions sociales, l'insécurité dans le territoire de Kwamut et la question de balisage des cours d'eau desservant la province de Mai-Ndombe où des naufrages ayant causé des centaines de morts ont été enregistrés. Le sénateur Herman Mutima a présenté un tableau détaillé de la situation au Mai-Ndombe, mettant en lumière les besoins urgents des populations, particulièrement celles affectées par les conflits dans le territoire de Kwamut. Il a également souligné l'importance de fournir une assistance humanitaire tout en appelant à une résolution définitive de cette crise afin de permettre aux populations déplacées de regagner leur milieu d'origine. Je suis très satisfait parce que j'ai appris qu'il y a des actions qui sont en cours déjà. Et nous sommes tombés d'accord que l'élément essentiel, c'est le retour de la paix. Et les autres projets vont venir après parce que sans la paix, on peut commencer une activité et ça n'arrive pas à la fin. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a exprimé son engagement à travailler en collaboration avec les élus, ainsi que les autorités locales et nationales pour trouver des solutions durables. Les travaux sur l'amélioration de l'accès en eau potable à Kinshasa se clôturent ce vendredi 11 avril à l'hôtel du Fleuve. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a appelé toutes les parties concernées par ce projet à réfléchir sur un cadre juridique devant permettre l'intégration du partenariat public-privé dans ce secteur. Alain Bikaï. Développement du partenariat public-privé pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable à Kinshasa était au centre de ces assises présidées par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Selon les patrons des ressources hydrauliques en République démocratique du Congo, professeur Teddy Luamba Mouba, ces travaux de 2 jours vont permettre aux acteurs intervenant dans ce secteur de développer une compréhension globale pour relever les défis actuels de l'approvisionnement en eau à Kinshasa et des solutions potentielles en matière de partenariats publics-privés pour améliorer l'accès à l'eau potable à Kinshasa. Présenter et discuter les défis actuels en eau et l'état des infrastructures à Kinshasa et de la manière de la participation du secteur privé afin de maximiser le financement et le développement et en trouver des impacts. À cet effet, le DG de la Régie des eaux a relevé quelques défis auxquels est confronté cet établissement public. Sur une mégapole comme Kinshasa qui compte près de 17 millions d'habitants, la Régie des eaux ne compte que 25 000 abonnés. Cela est occasionné entre autres par la vétusté du réseau de distribution d'eau à Kinshasa. Au vu de ces statistiques alarmantes, Teddy Luamba Mouba mobilise toutes les parties prenantes dans ce secteur pour la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui consiste à améliorer les conditions de vie des Congolais.
Validation du budget de l'INPP et signature de contrat programme de performance 2025 entre la tutelle et l'INPP. Il en a été question au siège de l'INPP Kinshasa. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwaka Nametou, vise l'amélioration des ressources et garantit des résultats tangibles. Jojo Ndibou. Les agents et cadres de l'INPP sont appelés à faire preuve de créativité pour la mise en œuvre du contrat de performance. Cette cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akakwa Nametou, axée sur la signature du contrat programme de performance 2025. Le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas, a fait savoir que l'INPP place désormais la qualité et la performance au cœur de son action. Au-delà des efforts constants dans la gestion technique, administrative et financière, nous plaçons désormais la qualité et la performance au cœur de notre action. L'objectif étant clair, former davantage, former mieux, répondre aux attentes des entreprises et de la société congolaise. S'en est suivi la signature du contrat programme de performance entre la tutelle et l'INPP. Cette cérémonie a été sanctionnée par les échanges des signataires avant la remise de plis au directeur général de l'INPP pour son exécution. Le ministre de l'Emploi et Travail a rappelé le devoir de transparence dans la gestion de la chose publique de l'État. La culture de la performance renforce notre engagement partagé visant non seulement à améliorer la gestion des ressources, mais aussi à garantir le résultat tangible et mesurable dans la réalisation de nos missions respectives et priorités gouvernementales. Déjà, il est prévu au mois de juillet prochain l'évaluation de l'évolution du dit contrat entre l'INPP et le gouvernement de la République. International pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mine célébrée le 4 avril de chaque année. Eh bien, cette journée vise à attirer l'attention sur le danger des mines et le reste explosif de guerre. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, a interpellé la population sur le danger que représentent les engins explosifs improvisés en cette période où le pays fait face est victime à la guerre d'agression à l'Aïch-Diz. Bobo Anan Mokonti pour le reportage. En République démocratique du Congo, la cérémonie officielle marquant la journée internationale de sensibilisation contre les mines antipersonnelles et assistance aux victimes a été présidée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation dans la salle Virunga. Cette journée permet de sensibiliser la population sur le danger que représentent les engins explosifs, y compris la nouvelle menace actuelle des engins explosifs improvisés. Un avenir sûr commence ici par la prise de conscience, l'éducation, la mobilisation collective contre le reste explosif des guerres. Et restons déterminés à poursuivre notre mission malgré les défis pour que chaque citoyen vive dans un pays débarrassé des pièges mortels de la guerre. En présence des agents et cadres du Centre congolais de lutte anti-mine, Eugénie Tchela a annoncé que la République démocratique du Congo a déjà enregistré des résultats concrets en ce qui concerne les déploiements de ces engins mortels dans plusieurs zones afin d'offrir un monde plus sûr aux communautés. À travers le Centre congolais de lutte anti-mine et avec le soutien de tous les partenaires, elle œuvre à la dépollution de ces zones afin de permettre aux populations affectées de retrouver un environnement sûr et propice au développement. Le gouvernement de la République, par l'entremise du Centre congolais de lutte anti-mine, a rassuré quant à la prise en charge des victimes de ces engins meurtriers en explorant la possibilité de créer un fonds d'assistance en leur faveur.
Un aérodrome moderne est en pleine construction au centre pilote de Kanyama-Kasese. Le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, veut ainsi rendre le centre pilote de Kanyama-Kasese un site de destination touristique de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage de Cédric Keninambo. Kasese, un vaste chantier à ciel ouvert. Kasese, c'est aussi l'air frais de la modernité qui souffle dans chaque coin et recoin. Dès l'arrivée à l'aérodrome général d'armée Denis Kaloumé, nom du premier commandant du service national, l'on peut se faire une idée des ambitions affichées. Du salon présidentiel au salon d'accueil, tout a été fait dans les règles de l'art. Et dans le même environnement, un centre hospitalier moderne force déjà l'admiration. Le lieutenant général, commandant du service national, Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, souligne l'importance de cet ouvrage. Nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. D'autres, on pourra les amener ici. Nous les soignons et après leurs soins, nous les réinsérons. Quelqu'un qui a été blessé, qui ne se dise pas que je me suis sacrifié pour la nation et après la nation m'a abandonné. Et que je sois abandonné. Non loin de cette structure sanitaire, trône une école construite en amont par les bâtisseurs pour les élèves de ces coins du pays. Ces bâtisseurs et bâtisseuses à l'œuvre dessinent déjà ce que sera Mandala City. Entre salles de conférence, guest house et complexe omnisport, tout est fait pour faire de Kanyama-Kasese une destination des rêves où l'on assiste à un alliage parfait entre modernité et agriculture. L'idée c'est que Kanyama-Kasese soit un lieu qui attire les gens. Les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'encadrement des jeunes, qui veulent s'inspirer ou qui veulent venir pour l'échange d'expériences. En redynamisant le service national, le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de réveiller la capacité de l'homme congolais et à transformer son environnement immédiat. La voie ferrée Kinshasa-Matadi est coupée sur la section Kimwenza, Kingantoko et Kasangulu avec les catastrophes naturelles causées par les pluies du week-end dernier. L'ampleur des dégâts nécessite une intervention de grande envergure du gouvernement de la République pour sauver l'économie du pays et la vie de la population. Rodépanda. Les pluies de vendredi 4 et samedi 5 avril dernier qui ont endommagé la route nationale numéro 1 dans le Congo central, entraînant ainsi des événements tragiques. Avec d'énormes dégâts humains et matériels, cette catastrophe n'a pas épargné la voie ferrée sur la ligne Kinshasa-Matadi. Plusieurs endroits endommagés, notamment sur la section Kimwenza, Kinganto et Kasangulu, au PK 322, 326, 328 et 329. L'ampleur de la situation dépasse donc les capacités d'intervention du comité de gestion de l'ONATRA dirigé par le DG Martin Lukusa aux côtés du DGA Gabé Lulendo et le PCA Mathieu Mananga qui se démènent tant soit peu avec l'accompagnement du gouvernement à travers la redevance logistique terrestre. Pour l'instant, le chemin de fer est coupé. Les dégâts sur ces réseaux nécessitent une intervention de grande envergure immédiate en mode d'urgence avec l'appui du gouvernement de la République. Autant les travaux de réhabilitation de la route Matadi s'activent, autant la voie ferrée devrait toucher aussi l'attention et la bienveillance du gouvernement et des autorités compétentes en urgence pour sauver le trafic. Un axe extrêmement vital pour les transports des biens et des personnes jouant un rôle crucial dans l'économie du pays. Cette voie ferrée de l'ONATRA permet non seulement de désenclaver les régions, mais aussi facilite les échanges commerciaux avec amélioration sensible de la mobilité des Congolais. La détérioration de cette infrastructure compromet gravement la capacité de l'ONATRA à assurer ces services essentiels. Les chemins de fer en état de défection aujourd'hui, le manque à gagner est énorme pour l'économie du pays. La vétusté de ces infrastructures ferroviaires âgées de plus d'un siècle oblige les ouvrages à céder. À cela s'ajoutent les constructions anarchiques qui occupent les emprises du réseau ferroviaire qui en est une autre cause.
L'éradication des érosions dans le secteur Luilo reste le cheval de bataille de la chef de cette entité, Betty Kiando, qui a initié les travaux anti-érosifs. La population du quartier Moussompo peut désormais dormir sans crainte. Reportage. Une bonne partie du quartier Moussompo village, derrière l'église méthodiste unie, faisait face à une tête d'érosion monstre. Cette catastrophe naturelle a non seulement emporté des maisons, mais aussi des vies humaines. Touchée par cette situation inquiétante, Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Lulu, a pris la résolution d'initier les travaux de grande envergure pour sauver des vies et les maisons d'habitation. Après quelques mois de travaux, sur cet endroit où il y avait cette tête d'érosion qui avait une hauteur de 35 mètres, une largeur de 45 mètres et une longueur totale de 2,35 km, tout est aplani et stabilisé. Les maisons d'habitation et les cimetières qui est juste à côté sont désormais sécurisés. La population s'est dit fière des Betty Kiando Katoke qui vient de sauver des vies par ce projet. Plus de crainte d'habiter ce quartier. Les nuits deviennent désormais paisibles, même quand il pleut. L'accès devient possible. Les œuvres des Betty Kiando Katoke sont plus que salvatrices, disent les habitants du quartier Moussompo village. La bravoure de la chef des secteurs Lulu est louée par cette population qui remercie également le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir placé Betty Kiando Katoke à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Ces travaux de remblissage seront suivis par la construction des collecteurs des eaux des pluies pour la sécurisation de la partie stabilisée. Par ces différents projets d'intérêt communautaire, Betty Kiando Katoke apporte sourire à ses administrés longtemps vécus dans des détresses. La chef des secteurs Lulu s'inspire du leadership féminin des Fifi Masuka Saini, imprimé à la tête du Lualaba. L'autorité de régulation et contrôle avec la couverture santé universelle de la maternité gratuite a enregistré les avancées significatives de la maternité gratuite en RDC. C'était au cours d'une conférence animée par les experts de cette structure. Renette Koulonda, Rodépanda. C'est dans la salle Père Henri de la Culture, dans la commune de la Gombe, que l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle vient d'organiser une journée de réflexion avec les thèmes « La femme au cœur de la couverture santé universelle, saut de l'engagement et de la promotion de la santé maternelle en RDC », a dévoilé le directeur général de l'autorité de régulation et contrôle ARCCSU. Le directeur Hugues Fariala a parlé du système de santé qui est la couverture santé universelle officiellement lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il sera suivi par le docteur Polydor Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, qui a présenté le bien fondé de cette vision en déplorant la guerre injuste du côté de l'Est du pays. Les femmes et enfants sont premières victimes. Il a révélé le prochain paquet qui sera pour les militaires et les policiers. Il faut signaler que le ministre de la Santé publique a été représenté dans cette activité et du président du conseil d'administration de l'ARCCSU, le docteur Guilain Goui. Deux panélistes de renom ont défilé sur la tribune pour partager leurs réflexions sur les thématiques liées à la place et l'intégration de la femme congolaise dans la couverture santé universelle. Le professeur Sikoulissi Moi, Céline, une des oratrices, nous résume les grandes lignes. La question, ce que nous pouvons retenir de cette grande journée peut se résumer en même. Les avancées. Paysage stupéfiant se voit ainsi perturbé par une violence qui suscite l'inquiétude des populations environnantes. Polio au Tanganyika, plus de 240 enfants atteints d'infirmités graves, note Forum des As. Le ministre provincial de la Santé du Tanganyika a révélé qu'au total, 247 enfants sont paralysés et privés définitivement de la mobilité normale à cause de la poliomyélite. Selon le ministre provincial de la Santé, Benoît Malumbi, ces statistiques sont une compilation des cas enregistrés depuis 2017 à ce jour. Après
Après la pluie du 4 au 5 avril, Kinshasa-Matadi, la voie ferrée paralysée, constate le phare. Au-delà des pertes en vies humaines et des dégâts matériels enregistrés après le passage en furie des eaux des pluies du vendredi 4 au samedi 5 avril dernier sur la ville de Kinshasa, le désastre sur la voie ferrée de l'Onatra est incalculable. L'unique voie ferroviaire exploitée par cette entreprise du portefeuille de l'État congolais nécessite l'intervention urgente du gouvernement. Club, l'entraîneur Youssouf Dabo s'en va. Bruno Ferry reprend le tablier. Titre Congo Nouveau. C'est officiel. Le technicien sénégalais Youssouf Dabo n'est plus entraîneur principal de l'ASV Club de Kinshasa. L'annonce a été faite le jeudi 10 avril, indiquant une résiliation à l'amiable du contrat liant les deux parties. Son remplaçant, c'est le technicien français Bruno Ferry qui assumait les fonctions d'entraîneur adjoint. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français, Kikongo, Swahili, Chiluba et Lingala. Retrouvez à 19h Lucie Lavi Chisenda, 20h Suzingoy. Au revoir.